Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous chers auditeurs, bonsoir à tous chères auditrices. Ce soir, vous en avez l'habitude, c'est une émission 100% hand, la seule émission 100% hand, c'est Handé et au menu ce soir, la Coupe de France. On jouait le premier tour et deux surprises à noter, la défaite d'Ivry sur le terrain de Dijon et la belle victoire de Nîmes face à Saint-Raphaël. Alors on reviendra sur la victoire de l'USAM avec Yacine Idrissi, le portier de Nîmes. On reviendra également sur la défaite de Chartres avec Sébastien Mangin, sur la victoire de Tremblay avec Benoît Perabou et les premiers pas de Nicolas Karabatic avec Aix. On en parlera avec Michael Ilès et cette belle victoire du POC. Le 15 février, le derby normand entre Gonfreville et Vernon aura lieu et l'objectif est simple. C'est, en plus d'organiser une grande fête du handball, c'est de battre le record de spectateurs, 2900 spectateurs pour un match de Pro D2. C'est ce que Gonfreville et Vernon vont essayer de battre. Handé sera sur place à Rouen, à la Kind Arena, pour faire vivre en direct et en intégralité le match avec, on l'espère, le record battu. Pour nous parler de cette grande fête, le président de Gonfreville sera avec nous, monsieur Jérémy Saunier. On parlera également forcément sur la LNH qui va reprendre ses droits et sur les journées de Pro D2 également. Le tout accompagné de l'équipe au grand complet. Le retour de Stan Aguilar. Bonsoir Stan. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, la semaine dernière, je n'étais pas là, mais j'étais dans une autre fonction, j'étais infirmier. Voilà. Et Michael Ilès également parmi nous. Bonsoir Mika. Salut, bonsoir tout le monde. Et Benoît Perabou, salut Ben. Salut, bonsoir à tous. Alors, on va tout d'abord revenir, messieurs, sur la nouvelle de la semaine, sur la nouvelle de cette fin de semaine dernière, l'arrivée de Nicolas Karabatic à Aix. Alors, on va vite fait débattre, parce qu'à 20h30, on reçoit le président, donc il faut aller vite, il faut parler de la Coupe de France. Alors, Benoît, première question, un énorme coup, tant médiatique que sur le plan sportif pour Aix. C'est évident que là, il n'y a rien de mieux que pour attirer l'attention des journalistes et du monde handballistique et même plus. Donc c'est sûr que c'est un beau coup de projecteur. J'espère que en plus du sportif, ça apportera aussi une véritable visibilité sur ce club-là et que ça permettra aussi de créer une émulation pour pouvoir ensuite attirer des partenaires qui s'engagent sur une durée plus importante que juste le passage de Nicolas Karabatic chez eux. Donc et que justement ce projet continue de grandir en vue des saisons à venir. Alors Mika, on va te poser la question forcément. Premier match de Nico, c'était Nicolas Karabatic était contre Monaco. Ce soir, il y a eu une séance d'entraînement ouverte aux médias. Alors j'imagine que ça change un peu du quotidien d'Aix d'avoir toutes les caméras comme ça braquées sur cette petite ville. Écoute, oui, c'est sympa, mais pour l'instant, les caméras sont surtout braquées sur lui. Donc pour le collectif, ça change pas grand-chose. C'est juste un peu d'émulation autour du club, et c'est sûr que tout club en a besoin. C'est très bon pour l'image, très bon pour aller chercher de nouveaux sponsors, et comme l'a dit Benoît, j'espère que ça va lancer une dynamique, parce qu'on se fait pas d'illusions, Nico restera juste jusqu'à la fin de saison chez nous, et derrière il faut qu'il y ait quelque chose. Si on arrive à se maintenir, il faut que ce passage éclair est servi à quelque chose et nous permettre de nous développer un peu plus vite que ce qui n'était prévu à l'origine. Alors on a beaucoup de questions forcément sur le chat sur Nicolas Karabatic. La première que Sabine nous pose, le retour de Sabine, on la salue. Mika, comment s'est passé tout simplement l'intégration de Nicolas dans l'équipe et au niveau de sa forme. Je sais qu'en off tu nous disais qu'il était impressionnant, mais voilà, c'est vraiment un joueur au-dessus du lot. Écoute, c'est un peu bizarre parce qu'on l'avait jamais vu. On le connaît tous un peu pour l'avoir côtoyé, mais on l'avait jamais vu avant qu'il arrive au rendez-vous pour partir à Monaco. Donc le premier contact, c'est heureusement que c'était un match contre une N3, donc c'était assez sympathique pour pouvoir l'intégrer. On a pu
comme on s'est mis très vite à l'abri, on a pu travailler toutes nos combinaisons. Il a pu commencer à chercher des affinités défensives avec ceux qui ne connaissaient pas. Donc non, l'intégration s'est très bien passée. C'est quelqu'un de très intelligent et de très sociable. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est le Zlatan Ibrahimovic de Aix maintenant. Exactement. Et Alors, non pas le Beckham, comme il a dit, parce qu'il n'est pas en fin de carrière. voilà, exactement. Exactement. Alors, bon, il y a forcément, on pense savoir qui c'est, qui nous dit que Nikola Karabatic va rester 2 ans, va faire gagner la Coupe de France et Aix sera européen. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Why not? Voilà. Il suffit Non, là, de la gagner, il suffit d'être contre Paris ou le deuxième en finale. Exactement. Si le règlement n'a pas changé, Si, je crois que c'est plus d'actualité ça. on la gagner absolument. Il faut la gagner absolument, autrement c'est reversé sur le championnat, monsieur Michael Illes. C'est vraiment, Faut prendre dommage. ce son, hein. Parce que je crois que ce règlement, c'est à cause d'Aix qui est arrivé en finale il y a quelques années. Exactement, c'est le retour du bâton de la bergère. Bon bah messieurs les Aixois, faut gagner la Coupe de France. D'ailleurs, Coupe de France qui a plutôt bien démarré pour Aix. Vous avez été battre Monaco. Monaco qui avait créé l'exploit aussi au tour précédent. Alors j'ai plus sous les yeux, mais je crois qu'ils ont éliminé une Arrête de parler d'exploit, c'était les moins de 18 de Istres. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même. c'était le club d'Istres de Pro D2. Ouais. Donc voilà, et puis bah, Aix a été plutôt l'emporter assez facilement, hein, Mika, sur Monaco. Et il paraît d'ailleurs, c'est une fois n'est pas coutume, qu'il y avait du monde dans la salle. Oui, ben, forcément, l'arrivée. Déjà, je pense que le fait de jouer contre un club de LNH, ça a apporté un peu de public dans la salle, mais en plus, avec l'arrivée de Nikola Karabatic et celle de Luka avant, je pense que ça a ramené quelques curieux. Donc, bon, la salle n'était pas pleine, mais il y avait de l'ambiance, et dès qu'il y avait un but pour Monaco, c'était comme dans une grande salle. Alors, on nous dit sur le chat, Benoît, que ce n'est valable que pour un club de Ligue 2. Donc, voilà, à se renseigner. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à se renseigner, voir un peu ce point. Non, je crois pas. Non. Bon, on verra de toute façon. J'avais cette info comme quoi maintenant c'était le seul vainqueur, parce qu'il fallait gagner justement cette coupe et le finaliste n'était pas reversé, c'était reversé sur le championnat. Donc voilà. Donc, pratiquement sûr de vous. Alors voilà, Monsieur Perabou, notre spécialiste, a parlé. Donc, comme on dit, Aix doit gagner cette coupe pour espérer être européen, tout comme Benoît Tremblay s'est imposé face à Asnières, pareil, assez facilement. L'occasion de revoir des anciens copains, Benoît. Oui, un notamment, sans lequel j'aurais jamais connu Andé, c'est Teddy Chahi. C'est lui qui m'a le premier invité dans votre émission au tout début. Sans lequel tu ne saurais rien. Voilà. Ton mentor. Donc voilà, c'était sympathique comme retrouvaille. Et puis au-delà de ça, un match, on va pas dire plat, mais un match, on va dire, allez, sérieux, pas plus. Est-ce qu'il a été bon, Chahi? Il s'est débrouillé, il a mis ses pénaltys, et puis dans le jeu, ça va pas été toujours aussi concluant, mais voilà, au niveau du tir au penalty, je crois qu'il est à 100%, et il a réussi à faire quand même quelque chose d'intéressant. Mais on a su voilà, élever un peu notre niveau de jeu pour se mettre à l'abri et nous aussi pouvoir faire pas mal de rotations, parce qu'on sortait déjà d'un mini-stage avant ce match-là, donc les organismes étaient quand même bien éprouvés, donc on était obligé de faire tourner pas mal, donc du coup c'est bien, le score a permis à tout le monde de jouer, même à moi. Eh ben, as-tu marqué, Benoît? J'ai pas été aussi performant, mais j'ai eu quelques pénaltys sur moi. Eh bien, c'est le principal. Donc, est-ce que vous avez, on va dire, des équipes avec lesquelles vous voulez peut-être rencontrer au prochain tour? Est-ce que vous avez des affinités, des choix? Dijon pour moi. Dijon, forcément, Benoît, ouais. Des deux, en fait. S'il reste un club de N1 ou de N2, on est preneur. Hein. Alors, on va regarder tout ça parce qu'il y a eu quand même des surprises. Non, ce sera D2 ou D1. Et tu parlais de Dijon. Hein. C'est vrai que Dijon a créé aussi la petite surprise en allant, en s'imposant. Attendez, je recherche mes feuilles. Voilà, c'est fait.
M'aidez pas, messieurs, surtout. Non, c'est bon. Ivry. Voilà, Dijon qui a battu Ivry, les moins de 16 peut-être, on sait plus. Non, je déconne, mais voilà, Dijon qui a fait une belle perf aussi. Ivry, on a l'impression quand même qu'il lâche un peu cette Coupe de France. Score 29-25. Belle perf de Dijon, hein, quand même, Mika. Hein. Bah oui, écoute, mais comme tu dis, est-ce que c'était pas une équipe un peu bis? Après, Dijon est une très belle équipe et je pense que sur un match comme ça à domicile, ils ont les capacités pour battre une Pro D2. On a vu les difficultés qu'on a eu nous-mêmes à battre Istres en prépa. On n'a pas réussi d'ailleurs, on a perdu le premier match et fait match nul au deuxième. Donc c'est le niveau est D'ailleurs, certes c'est un pas. peu en dessous, mais sur un match. D'ailleurs, Mika, Pardon. je te coupe, c'est Ivry, hein, il me semble. Oui, oui. Ah oui, J'ai dit oui. quoi? Ah non, j'ai cru que tu avais dit Istres, autant pour moi. Non, non, je disais que nous, en match amical, Ouais. on avait eu du mal à battre Istres. Donc, Ah oui. c'est pas complètement incohérent qu'une équipe de D2 de haut de tableau ait réussi à battre une équipe de Ivry dont la Coupe de France n'est peut-être pas l'objectif prioritaire. Il y Alors, avait quelques absences du côté de Ivry, mais c'est vrai que nous, on les a rencontrés en prépa et malgré tout, ils ont quand même un certain nombre de jeunes qui sont performants et nous aussi, on avait eu des difficultés à l'emporter alors qu'ils étaient bien amoindris. Donc, malgré tout, ils ont quand même une équipe qui est quand même solide et qui aurait pu ou dû passer ce tour-là, même avec une équipe amoindrie. Mais c'est vrai que Dijon, chez elle, se veut toujours de produire du bon handball. En plus, le Palais des Sports devait être comble, donc les éléments étaient difficiles pour Ivry. Alors Ivry qui a réussi à faire re-signer leur petite pépite argentine, Sébastien Simonet, donc ça c'est un bon coup. Leur quoi. petite pépite, ouais, c'est plus Diego la pépite. Ouais, là, parce que- Elle est un petit peu moins, un petit peu moins doré, mais Sébastien c'est vraiment très très bien, mais je pense qu'ils auront du mal à garder Diego par contre. Ah peut-être, ouais. Et il y a aussi Pablo qui cherche aussi un club, le troisième frangin Simonet. Donc ça c'était une première belle perf de Dijon. On va reparler aussi de la deuxième petite surprise, c'est Saint-Raphaël qui s'incline face à Nîmes. Alors Saint-Raphaël, on en reparlera tout à l'heure avec Yassim Idrissi, donc on va pas trop en reparler. On parlera également de Gonfreville-Cesson avec le président de Gonfreville. Mais par contre, il y a eu des clubs quand même qui ont eu chaud, assez chaud, hein, comme peut-être Vernon-Nantes, hein, le score 28-33, victoire nantaise. Est-ce que ces équipes comme ça, Benoît, Mika, comme Nantes, comme Dunkerque, comme Montpellier, se donnent à fond pour la Il y a coupe eu très chaud, surtout apparemment. face à Créteil, Longevik, ouais, il y avait 28-30. 28-28 à la 59e, je crois, Ouais. ou 58e. Et ça a fini à 28-30. Et d'ailleurs, il me semble, messieurs, j'ai lu quelques tweets comme ça, que vous étiez pour Longevik. Hein. On reparlera de Nantes tout à l'heure, mais Longevik, Longevik, Benoît. Donc, belle perf, Bonne vie à vous tous. belle perf quand même de cette petite équipe qui a failli créer un export C'était mon retentissant. premier club senior. J'ai joué 2 ans à Longwy, en N3, c'est pour ça. Donc voilà, Il y a un petit peu de, voilà, de Nostalgie, séquence nostalgie, remember. Alors, comme je le disais, la question se pose à vous trois, messieurs. Les équipes comme Nantes, comme Dunkerque, voire même comme Montpellier, qui se battent vraiment pour le haut du classement, est-ce qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté dans cette coupe, ou alors ils la jouent un peu match par match et on voit ce qui se passe? Non, ben, moi je pense qu'il ne joue pas du tout match par match. Je pense que les équipes comme Dunkerque et Nantes, justement, c'est les équipes qui sont le plus impliquées dans la Coupe de France parce qu'en championnat, ils savent qu'ils risquent de ne pas être champions de France. Et c'est leur seule unique option pour gagner un titre et être européen. Donc pour Dunkerque, c'est déjà fait. Pour Nantes, je pense que c'est leur objectif prioritaire. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que par rapport au foot, c'est un petit peu pareil? Des petits clubs peuvent faire l'exploit et arriver jusqu'au bout? Pas du tout. Non. Ouais, c'est pas d'un coup D'accord. comme au foot. Ok. Là, tu regardes déjà là, il y a plus, c'est D2 ou D1, il n'y a plus bas. Alors je D1 rappellerai les scores. Donc on l'a dit tout à l'heure, Nantes, Et c'est pour un... compléter, juste pardon, avant Ouais. de finir, pour compléter ce que disait Mika, et en plus, ça arrive par rapport au calendrier. Là, on est sur la fin d'une préparation, et ce match-là était vraiment tombé à point pour relancer la machine et préparer vraiment au championnat avec un match en compétition réelle, pas un match de prépa. Et donc toutes les équipes, je pense, l'ont pris vraiment la façon la plus, en s'investissant le plus possible pour vraiment se mettre dans les conditions du championnat qui va arriver dès la semaine prochaine.
Alors, c'est vrai qu'on disait que Créteil avait un peu tremblé face à Longwy, mais il y a aussi Toulouse, hein, qui s'est peut-être pas rassuré à l'extérieur, un 31-34 face à une équipe. Alors, je pense qu'on dit Gien, quelqu'un. Gien, voilà. Tout simplement, Toulouse se rassure pas. Et c'est pas très de bon augure pour la reprise de ce championnat, Mika, hein. Ouais, bah écoute, moi je vais pas m'en plaindre, hein. Si Toulouse peut être un peu dans la tourmente, C'est vrai. je pense que ça fera des équipes qu'il faut mettre dans notre viseur et qu'il faut essayer de mettre derrière nous. Donc j'espère qu'ils sont pas bien et qu'on et qu'on arrivera, qu'on les jouera dans une période où on les joue pas d'entrée parce que c'était le championnat cette année un peu bizarre. Je sais pas si c'était comme ça l'année dernière, mais Si c'était comme ça, les journées sont bizarre. peut-être les mêmes que à la première phase. Donc j'ai pas bien regardé quand est-ce qu'on les joue. Alors, Benoît, d'ailleurs, Toulouse qui avait annoncé l'arrêt, Daouda Karaboué qui ne re-signerait pas. Est-ce que ça était bien placé pour le savoir parce que tu ne seras plus tremblaisien l'année prochaine? Est-ce que ça peut perturber un vestiaire? Non, je pense que maintenant on est vraiment dans du professionnalisme et les joueurs savent à quel sein se vouer. Donc du coup, voilà, chacun doit faire sa carrière et même si c'est désolant que un joueur de cette qualité-là parte, voilà, les joueurs ont leur objectif, que ce soit individuel ou collectif, à mener à bien. Donc, du coup, je pense pas que le vestiaire est foncièrement affecté. Et pour compléter, quelqu'un comme ça qui sait assez tôt qu'il n'est pas conservé a tout intérêt à faire de belles performances pour avoir un contrat dans un autre club. Voilà, c'est sur ça qu'ils jouent aussi, le club. Ils se disent qu'il y a quand même un intérêt aussi aux joueurs de pas lâcher et de justement continuer à se montrer pour qu'il puisse encore aider son équipe et être compétitif, et donc ce sera gagnant-gagnant pour chacun. Alors d'autres résultats, hein, donc on l'a dit, Asnières s'est incliné face à Tremblay, 19-30, histoire de faire des bonnes petites retrouvailles pour Benoît Perabou. Il y a PSG qui n'a fait qu'une bouchée, donc Paris Handball, hein, qui a fait qu'une bouchée de Angers, 39-27. Billère s'est imposé à l'extérieur sur le terrain de Limoges, 27 à 19. Par contre, ça a été un peu plus compliqué pour le choc de cette Pro D2, Massy-Chartres. On en reparlera aussi avec Sébastien Mangin, mais Chartres, malheureusement, s'est incliné d'un tout petit but, 37-36. Ça devait être un sacré match. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est le score qui est annoncé, mais en fait, c'est 36-36. Et quand c'est match nul à la fin, il n'y a pas de prolongation, c'est penalty. En fait, Chartres a perdu au penalty, 8 penalty à 7. Ah, bah c'est une bonne info. Donc 36. Voilà, mais on allait en reparler tout à l'heure. On va en reparler. C'est assez original. Ouais, assez original, donc pas de prolongation. Surtout 8 penalty, c'est. Ouais, il y a eu. Je sais plus si les 7 autres, les 8 autres ont été, les 7 justement, pardon, ont été marqués ou s'ils ont dû arriver jusqu'au 8e pour se départager. Mais ah oui, parce que s'il y a 2 ratés, oui, ça continue. Voilà, donc je sais plus exactement, mais au moins ils ont été jusqu'au 8e tireur. Autant dire que ça devait être un match sympathique à regarder dans 36-36 et victoire de Massy au tir au but. On en parlera tout à l'heure avec Sébastien Mangin, tout comme Gonfreville-Cesson. Je vous le rappelle, Cesson s'est incliné et on nous le dit difficilement face à Gonfreville, le dernier de la Pro D2. Donc Nantes s'est imposé face à Vernon 28-33. Mis à part vos équipes qui sont toujours en course, que ce soit Aix ou Tremblay, si une équipe vous fait peur ou Paris Saint-Germain, j'imagine, qui va essayer de faire le doublé dès cette année, mais si vous deviez éviter une équipe, ça serait laquelle, Benoît Mika? Paris et Nantes et Dunkerque. Hein. Benoît, pareil. Et Chambéry aussi, bien sûr. Et Montpellier. C'est pas mal non plus. Voilà, tout en fait. Non, mais... Tremblay pour Aix. Non, mais c'est sûr que voilà, c'est une compétition qui est particulière et à la fois qui peut te permettre d'arriver à l'Europe quand même très rapidement, puisque en 5 matchs tu peux être européen, donc c'est quand même, faut pas le négliger, mais toutes les équipes vont se battre pour gagner cette compétition. Donc après, il va y avoir la chance du tirage au sort, le fait de recevoir aussi, ça peut avoir un rôle important, parce que recevoir même contre une grosse équipe, ça peut quand même s'avérer être un avantage certain. Donc, le tirage va avoir une incidence très importante sur la suite. Alors, je crois que c'est jeudi à la mi-temps du match. Voilà.
Voilà, jeudi, il y aura le jeudi soir hein, sur Canal Plus Sport, pour pas les citer, il y aura le tirage au sort, donc vous serez nombreux à, à voir un peu tout ça et quelles sont vos équipes favorites qui vont se rencontrer. Donc je finis par les trois derniers résultats. Hein. Dunkerque qui s'impose 36-20 face à Saran. Montpellier s'impose 36-27 à Valence et Mulhouse s'impose 29-22 face à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, je pense qu'on a été complet sur cette Juste pour terminer, c'est que en fait là, on a eu quand même une trêve assez mouvementée au niveau des départs C'est vrai. et arrivées, puisque Montpellier a aussi perdu, en plus de Nicolas Karabatic, Mamelund. c'est vrai. Donc ça, c'est quand même pas négligé, parce que même si c'était un joueur qui a pas été non plus du rendement dont on l'attendait, c'est quand même un joueur qui faisait quand même partie des joueurs cadres de cette équipe, qui était utilisé un peu partout quand il y a eu la tourmente à Montpellier. Et à Toulouse, qui a perdu aussi Damien Kabengele, qui est parti, qui a rompu son contrat en cours de saison. Alors ça, on le sentait un peu venir. Hein, Oui, il y avait quand même quelques distensions. Ouais, Ouais, surtout Ils sont en conflit juridique aussi. Hein. ouais, voilà, ouais. sur le plan financier. Ouais. Exactement, donc du coup, voilà, il a mis un terme au contrat. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez mouvementé pour une trêve qui normalement est assez calme. Comme mercato, c'est pas le mercato d'hiver du foot. Nous, en général, ce mercato-là est assez calme. Et là, en l'occurrence, il a été pour une fois assez agité. Ouais, c'est vrai que le transfert de Nicolas Karabatic a un peu occulté toutes ces pertes, que ce soit pour Et Montpellier récupère un pivot, il me semble, quand même. Ouais, il y a le pivot qui était là, qui s'entraînait depuis des années, des mois, pardon, pas des années. Il attendait, ça fait 5 ans qu'il est là et il attendait qu'on lui file un compte. J'ai ouvert une friterie. Non, mais c'est un certain nombre de mois, et là, oui, il est enfin qualifié pour jouer avec Montpellier. Du coup, vu qu'ils ont allégé un peu la masse salariale, la DNCG leur a sûrement permis de pouvoir valider ce contrat. Alors il est 20h22, dans quelques minutes on va recevoir le président de Gonfreville hein, pour nous parler un peu de ce club-là qu'on ne connaît pas trop, qui n'est pas trop médiatisé, et pourtant qui vont créer un peu l'événement à Kind Arena, un match, un derby contre Vernon, et en essayant de battre le record de spectateurs pour un match de Pro D2. Donc dans 8 minutes, le temps pour nous de reparler un peu de cet LNH qui va reprendre ses droits assez rapidement d'ailleurs. Et il y a des matchs assez sympathiques, dont un match qui vaudra son pesant d'or pour Aix-en-Provence. On en a un peu parlé l'émission dernière, mais c'est vrai que Billière Aix-en-Provence, c'est un tournant pour les deux équipes. Hein. Si Billière s'incline, déjà c'était mal barré, mais on va dire que c'est presque fini. Et Aix-en-Provence pour bien redémarrer avec Nicolas Karabatic. Mika. C'est pareil, même si on a Nicolas Karabatic, si on perd à Billière, c'est pas loin d'être fini, donc il faut vraiment aller s'imposer là-bas. Ouais. Match pas évident pour une reprise, ou alors c'est vraiment la bonne équipe à prendre? Non, je pense que c'est bien parce que je pense que cette année, honnêtement, on est au-dessus de Billière. Donc là, en fin de préparation physique, où on sera normalement tous les deux au top, il y a pas de raison qu'on n'arrive pas à aller s'imposer là-bas. Ça va être un match très difficile. Ça a toujours été avec Billière. D'ailleurs, l'année dernière, on avait été perdre là-bas et on avait fait match nul chez nous. Donc ça a toujours été des matchs difficiles. Mais je pense qu'avec l'apport de Nico cette année, qui leur a fait assez mal sur le premier match de championnat, ça devrait passer pour nous. Alors il y a surtout un autre match qu'on attend du côté d'Aix-en-Provence, c'est dans 15 jours, c'est l'arrivée de Montpellier à Aix. Alors là, j'imagine que tu dois commencer à en entendre parler, que ça va être véritablement une grande fête du côté de Aix. Et voilà, pour les supporters montpelliérains, de voir Nicolas Karabatic dans son nouveau maillot. Hein. Ouais, ben ça va leur faire bizarre et j'espère que plus que bizarre, on va réussir à faire quelque chose. Je pense qu'on en a les moyens. Montpellier qui sera un peu en reconstruction. Je pense que Gréby sera pas encore de retour, donc l'équipe sera quand même assez affaiblie, pas en qualité mais en quantité en tout cas. Donc nous qui serons probablement au complet, je pense que on aura notre petite carte à jouer. Alors après, ça reste le deuxième du championnat contre le 13e, donc faut pas non plus se lancer des roses trop vite. Ouais, effectivement, attention quand même à ce match-là contre Billière qui arrive. On avait oublié aussi justement, Billière aussi a fait
a fait un recrutement aussi pendant ce mercato d'hiver. Ouais. Ils ont pris un joker aussi. Effectivement, On d'ailleurs. avait annoncé déjà sur. Ouais, vous pouvez Sur retrouver. Ouais, ouais, effectivement, on l'avait annoncé. Je ne peux pas ouvrir ma page, autrement ça va bugger. Mais ouais, Billière qui s'est renforcé. Et également, pour Tremblay, eh ben, c'est simple. On sait, Benoît, par exemple, comme ex va lutter pour se maintenir. Que peut espérer Tremblay? Viser encore l'Europe? C'est encore jouable? Et si on n'y arrive pas par le biais de la Coupe de France, parce que nous, ça fait partie aussi Des de objectifs. de nos objectifs, au moins en championnat, essayer retrouver ce top 5. Donc voilà, on a nos 5 premiers matchs sont largement à notre portée et on va essayer d'emmagasiner un maximum de points. Et donc à la fin de ces 5 matchs, on saura vraiment où on en sera, parce qu'après on va attaquer le gros du tableau. Donc si on est sur une bonne dynamique, on aura toutes nos chances pour aller chercher une Coupe d'Europe. Par contre, si on fait quelques erreurs sur notre de parcours, on peut vite avoir une saison un peu plus terne et vivoter dans le milieu du classement. Ça commencera par une victoire face à Cesson le week-end prochain, pardon. Et puis après, vous déplacez à Billière pour recevoir une revanche, j'imagine, Célestat dans 3 semaines. Donc, On a ça, et après on va à Aix, et après on reçoit Créteil. Donc voilà, 5 matchs à notre porte. 5 matchs à votre portée. Même Effectivement. si le championnat est quand même un peu tronqué pareil. avec cette arrivée de Nicolas Karabatic. Justement, Ben, parce qu'il nous reste 3 minutes et c'était vraiment un truc que je voulais vous poser la question. C'est vrai que Tremblay Ah, a joué c'était avec pas- Montpellier. Tremblay a perdu contre Montpellier quand il y avait Karabatic. D'autres ont gagné contre Montpellier quand il n'y avait plus Karabatic. Et là, pas de bol, tu joues Aix et tu te retrouves avec Karabatic. Donc c'est vrai que Tremblay n'a pas de bol Exactement. dans cette histoire, hein. Ouais, ça fait partie des aléas du championnat, mais c'est vrai qu'on n'a pas été épargné de ce côté-là. Et Alors, on sait que cette affaire de Paris a un peu tronqué pardon, le haut du classement parce que voilà, Montpellier n'a pas pu être à armes égales avec Paris avec ses suspendus. Et puis là, est-ce que vous pensez, alors je me dois me poser la question, messieurs, est-ce que vous pensez que ça peut tronquer aussi la lutte pour le maintien du coup avec l'arrivée des deux frangins Karabatic à Aix? Parce que là, Ça va être un peu plus facile, c'est sûr. Évidemment, c'est pas pareil, mais il me semble que c'est le jeu, quoi. ouais, bien Il sûr. y a un mercato en décembre. C'est donc, le jeu. Parce que C'est le jeu, ma pauvre Lucette. s'est renforcé, hein. Billière s'est renforcé, Nantes s'est renforcé. Sauf que nous, on s'est renforcé un peu plus que les autres, mais ça, c'est le travail du club en amont. Donc, Parce que Créteil, Ivry, voire même Toulouse, Tremblay aussi peut avoir peur. Moi, j'appelle pas ça se renforcer, j'appelle ça s'armer. non, Allez, mais c'est évident, mais voilà, après, c'est aussi la possibilité de le faire. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas passé au-dessus du règlement. Ça s'est fait de manière officielle. Donc après, l'opportunité s'est présentée. Ils ont su réunir les moyens pour pouvoir faire venir Nicolas Karabatic chez eux. Donc tant mieux pour eux, mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de clubs qui doivent commencer mais surtout, à avoir peur. surtout Il y a de l'amertume dans ce que tu dis. Oh non, moi personnellement, je suis loin de tout ça. surtout tant mieux pour nous, parce que grâce à Mika, on aura des nouvelles exclusives tous les lundis. Donc on a eu aussi, entre guillemets, le nez creux de recruter Mika comme spécialiste. Tu as proposé ta place d'ailleurs, Mika. Non. Ah, mais ça fallait l'annoncer après l'émission, Ben, mais c'est pas grave. t'as proposé ma place à qui? Nico, parce qu'on voulait pas oui. deux mecs d'ex, donc. Oui, et puis il m'a dit je m'en fous. Nicolas Karabatic, bah voilà, on espère l'avoir un peu plus facilement pour la deuxième fois sur Andé, et ça on compte. Écoute, normalement, il devrait pouvoir être là la semaine prochaine pour nous donner ses impressions après son premier match. Et ben voilà, si ça c'est pas de l'exclu, Nicolas Magnifique. Karabatic, la semaine prochaine sur Andé, on aura même peut-être avec le frangin, qui sait. Alors je vais passer une petite page de pub parce qu'il y a le président qui nous appelle, donc à tout de suite sur RTS. Allez, de retour avec Jérémy Saunier, le président
du club de Gonfreville. Alors merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Hein. Alors avant de parler de cette grande fête de handball hein, qui aura lieu le 15 à la Kind Arena avec Andé justement, on va revenir sur le début de saison de Gonfreville et sur votre arrivée au club. Jérémy, vous avez succédé à une icône du côté de Gonfreville, Patrick. Patrick, voilà, comment s'est passée un peu la passation de pouvoir alors? Bon, c'est pas une passation de pouvoir dans le sens. Moi, j'étais, pour faire succinct, j'étais au club depuis 3-4 ans. À la demande justement de Patrick pour faire un travail un petit peu de diagnostic sur la construction un peu du club. Et puis les choses se sont fait bon an, mal an, au fur et à mesure. Et puis l'année dernière, c'est lui qui m'a demandé en fait de prendre le relais, mais tout en sachant qu'il est encore au club, quoi. Donc on a inversé un petit peu les rôles. Et puis parce qu'en fait on était parti sur un nouveau projet, donc avec des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs, surtout l'approche régionale sur la prise en considération du sport de haut niveau au niveau de la communauté de communes. Et donc c'est des dossiers que Patrick souhaitait que je pilote, mais ça s'est fait de concert avec lui, quoi. Donc c'est pas vraiment ça s'apparente pas à une prise de pouvoir, quoi. C'est une nouvelle forme d'organisation, mais voilà, ça s'est fait en douceur. Alors, ça s'est fait en douceur et vous avez quand même déclaré, ce qui est clair, c'est que les 10 prochains mois vont déterminer les 10 prochaines années. Si on échoue, c'est la fin du professionnalisme à Gonfreville. C'est un peu alarmant, non, comme citation? Oh, alarmant ou réaliste, je sais pas. Ouais, après, Bon, après, sans rentrer dans des explications qui seraient un peu longues, le problème était essentiellement culturel à Gonfreville. Il faut comprendre le diagnostic local pour comprendre cette petite analyse-là. Il faut comprendre que Gonfreville était une des villes les plus riches de France, par habitant bien sûr, et que pendant 30 ans, 40 ans, c'est un club qui avait beaucoup de moyens, mais c'est un club qui a formé aussi beaucoup de jeunes, parce que culturellement aussi le handball était le sport privilégié de la commune. Avec des éducateurs dans chaque école, avec un passage obligé par le handball. Et puis, les choses, et en étant aussi, en prenant en compte le fait que sur le Havre, à l'époque, le handball était le seul sport d'élite, quoi. Il n'y a pas contrairement aujourd'hui, où vous avez le hack football qui est en Pro, qui est en D2, voire en D1, Saint-Thomas basket, puis aussi, bien sûr, nos collègues du hack handball féminin. Donc aujourd'hui, tous ces éléments-là ont fait que les dirigeants qui étaient habitués pendant très longtemps à avoir une politique un peu trop interne en se repliant trop sur la mode, il fallait changer et puis avoir une politique d'ouverture, mais ça c'est des mots. Après, entre le moment où vous décidez une politique d'ouverture et le moment où elle prend ses effets, il se porte un peu de temps. Donc ça, c'est parce qu'en fait, il fallait passer par une ouverture totale. Alors, on a mis en place plein de projets qui ne sont pas forcément été médiatisés, mais qui définissent ce raisonnement-là. Et puis, entre autres, celui d'intégrer par la communauté de communes compétences de haut niveau, qui chez nous, par rapport à la Corée, n'était pas une priorité jusqu'alors. Il y en avait d'autres qui étaient sur l'investissement. Et contrairement à d'autres communautés de communes, vous connaissez mieux que moi au niveau du handball, qui ont la chance de pouvoir bénéficier du soutien des communautés de communes, quoi. Donc c'est pour ça que à l'époque, quand j'avais présenté les nouveaux projets avec une ouverture, avec un conseil d'administration nouveau, et ainsi de suite, ça a défini un petit peu cette échéance en disant qu'effectivement, les 10 prochains mois définir les 10 prochaines années, parce que si on loupe le virage du professionnalisme là, il faudra de nouveau retravailler en fond, et ça nécessitera beaucoup de temps. Voilà pourquoi ça a été dit, quoi. Mais c'est pas alarmiste, c'était juste prévenir tout le monde, on œuvre tous dans le même sens, quoi. Donc c'est ce qui se fait, les choses avancent bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je fais référence aux résultats sportifs, mais sur la structuration du club, sur son projet politique au sens premier du terme, tout avance bien. Alors Benoît Perabou avait une question pour vous, Jérémy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous en êtes au niveau juridique par rapport à Gonfreville, par rapport à justement, est-ce que vous êtes encore en association ou vous êtes passé en société? Ouais. Alors, on a
On est en association, toujours associatif. Après, notre fonctionnement, on a commencé à l'apparenter à un fonctionnement de société. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'on a créé un conseil d'administration qu'on a sorti du comité directeur. Historiquement parlant, le club était géré par un comité directeur. En fait, on a créé un conseil d'administration avec des personnes extérieures au club, entre autres des chefs d'entreprise, des responsables de projet, qui en fait font office de responsables à part entière du fonctionnement du haut niveau. Donc en fait, on est en train de changer le fonctionnement, l'organisation, pour le cas échéant, si vraiment on arrive à mener à bien le projet, que les structures même du club soient prêtes. Parce que quand le club avait échoué il y a 4 ans en Pro D2, c'était un des constats qui avait été fait. Moi, j'avais pu y aller, c'est qu'en fait, la descente n'avait pas été conjoncturelle, mais structurelle. C'est effectivement, si l'équipe, le reflet, le recrutement, le fonctionnement, l'environnement de l'équipe, des paramètres qui ont expliqué la descente, mais tout ça, c'était le reflet aussi des structurations de club qui étaient inefficaces et inopérantes. Donc, l'idée, c'était de prendre le temps de se structurer. Donc, on s'apparente à un fonctionnement avec 2 entités, mais en sachant que d'un point de vue juridique, pour l'instant, on reste simplement associatif. Tu vois si je suis très 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 clair. D'accord, si, ça c'est clair. Et donc au niveau du budget un peu par rapport à la répartition privée et publique et au niveau du budget de Gonfreville, vous en êtes où? Au niveau du budget de Gonfreville, on est là dans des conséquences du manquement de structuration, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure d'un manquement d'ouverture, je faisais aussi référence à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que culturellement parlant, vous n'avez jamais été confronté à une nécessité de besoin. Vous n'engagez pas une démarche d'ouverture aussi en termes de partenariat privé, quoi. Ouais, donc, tout à fait. Ouais. Culturellement parlant, Gonfreville n'avait pas ce besoin de s'ouvrir, de partager et puis de trouver des financements nouveaux. Donc ça, c'est pareil. Quand on dit ça, on ne met pas en cause des personnes, donc aucune manière me permettrait de remettre en cause qui que ce soit, surtout pour Patrick Ronald, qui est pour moi un exemple à suivre, qui a fait un travail fantastique, qui continue à le faire. Mais sauf que Patrick, il était confronté à une réalité où, vous connaissez mieux que moi, parce que vous êtes issu du monde professionnel du handball, où aujourd'hui il y a une nécessité d'ouvrir à des investisseurs privés, flagrant, et que si vous n'avez pas cette culture-là, et cette volonté-là, et cette organisation-là, vous avez beau dire oui on veut, mais si vous ne vous préparez pas, quelque chose ne se fait pas. Donc en termes de budget, c'est très compliqué parce qu'effectivement on a le plus petit budget des deux. Si on a le plus petit budget des deux, c'est pas le fruit du hasard. Ce sont les conséquences de cette. Qui représente combien? On est à peine à 700 000, donc c'est dérisoire. Ah oui. C'est dérisoire. Ouais. Donc ce qu'on arrive à faire sportivement, ce que Dragan arrive à faire, c'est simplement de la magie, quoi. Parce que effectivement, on essaye de fonctionner avec les moyens leaders. Donc on a effectivement des projets de perspective, entre autres avec la communauté de communes, qui normalement devrait aboutir pour la saison prochaine, qui serait déjà une première étape en termes de professionnalisation, mais je reste encore assez critique sur la professionnalisation du moins dans les conditions dont ça l'est faite au niveau du handball, mais voilà, on y va, de toute façon, on suit. Donc après, on verra bien au niveau sportif, mais ça, la salle sportive, on va dire, même si c'est une conséquence. Justement, au niveau sportif, vous êtes à l'heure actuelle le dernier du classement de championnat de Pro D2. Bon, rien n'est joué, parce que c'est assez serré quand même. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, qui peut entre guillemets sauver le club de la relégation? Je dirais citer Norbert Elias, c'est-à-dire on reste trop fort individuellement, on reste trop fort collectivement. Les joueurs le savent. Il n'y a pas de joueurs phares chez nous, il n'y a pas de meneurs de jeu qui peuvent à tout moment
prendre le relais d'une défaillance collective. On n'a pas une base arrière qui était vraiment performante pour pouvoir à tout moment faire basculer le match. Il y a une petite révélation à l'aile droite quand même cette année. Pardon? Je dis, il y a une petite révélation à l'aile droite quand même cette année. Oui. Non, mais attendez, je n'ai pas dit non plus qu'on avait des chèvres. Hein. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'on a effectivement ils sont tous des bons joueurs de handball, mais ils ne pourront se sublimer que s'ils ne pensent collectivement et qu'ils ne jouent collectivement. Et s'ils arrivent à en permanence garder ça à l'esprit et surtout continuer à croire dans le groupe, on peut s'en sortir sans problème parce qu'on a fait des jeux. On a vu moi sans y connaître vraiment en handball, j'ai vu des matchs où j'ai vu des attitudes, des comportements qui ont été plus que prometteuses. Donc c'est des choses qui peuvent qui sont à tenir en compte et qui peuvent continuer à nous laisser l'espoir. Mais si, comme le dernier match contre Valence où chacun essaye de trouver la solution individuellement en pensant qu'il est potentiellement le sauveur entre guillemets, eh ben on ira à l'échec, c'est sûr. Mais c'est un groupe qui Dragan a fait ce pari-là et puis on soutient à 150%, a fait pari d'un projet collectif et jeune. Et maintenant, effectivement, c'est un groupe qui est jeune, donc il faut aussi qu'il apprenne. Et puis vous connaissez mieux que moi il manque pas grand-chose, ouais. C'est un sport collectif et que des fois ça ne joue pas à grand-chose, quoi. Ça joue pas à grand-chose. Alors... Mais c'est une équipe qui est tout à fait capable d'aller embêter Nîmes chez elle. Justement, transition toute trouvée, Président. Prochain match, c'est vendredi face au leader nîmois. Hein. Est-ce que vous y allez dans l'optique de faire un coup ou dans l'optique de vous préserver pour le prochain match? Là où on en est, on n'a plus d'optique. Il faut prendre 6 jours à vivre. Enfin, après, il faut que chacun prenne ce qu'il a à prendre. Et puis, on prend un match par match. Si c'est la même attitude que contre Rennes, ils peuvent vraiment aller embêter Nîmes parce qu'on a vu on a revu l'équipe qu'on avait vue au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire qui a joué avec un principe de solidarité, qui a joué groupé, où chacun a essayé de mettre en valeur son collègue. Donc là, si c'est ça, ils ont les moyens d'aller continuer Nîmes. Maintenant, dans l'absolu, on n'a strictement rien à perdre. Après notre échéance suivante, effectivement, ce sera Vernon. Et plus on avancera dans la saison, plus les échéances seront radicales. Alors, mais maintenant, voilà quoi, c'est pas pour autant qu'elle fait dans la maison, quoi. Alors, on savait que ce serait difficile. Ça l'est. Prochain match, Président, c'est le derby, le derby normand face à Vernon, et en plus c'est dans une salle, dans une superbe salle à Rouen, à la Kinder Arena. Et là, vous avez vu quand même les choses en grand, parce que ça va être une grande soirée de handball. Ouais, une grande soirée du handball, une grande soirée du handsport aussi, parce qu'on veut mettre en valeur, c'est un cœur. En fait, le projet de la Kinder Arena, dans un ensemble de projets. Vous pouvez avoir l'idée, c'est d'avoir un projet à forte identité régionale, forte identité locale. Mais pour s'inscrire dans un projet comme ça, il faut avant tout être en capacité de démontrer, entre autres aux politiques, que un club de sport, c'est aussi un outil d'émancipation, c'est un outil de promotion, c'est un outil d'épanouissement pour les personnes. Et l'idée même de proposer des projets qui rendent service à la collectivité, quoi. Donc ce projet-là, il se situe dans le même optique d'un tournoi international qu'on va faire au mois d'août, et puis aussi dans le Totalement Hand, qui est un projet qui au mois de mai va réunir 1500 gamins, quoi. Donc un tournoi de 1500 gamins, il n'y en a pas beaucoup en France. On l'a monté en 3 ans. Donc en fait, le projet de la Kinder Arena se situe dans cette dynamique-là, c'est-à-dire capable de délocaliser. Parce qu'effectivement, on a rejoint Kinder Arena, c'est une très belle salle, mais on sait que d'un point de vue sportif, on aurait été mieux à rester à Delaune, quoi. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des intérêts supérieurs qui doivent prendre le pas sur des intérêts premiers que être les résultats de l'équipe première. Alors on aspire bien sûr à ce qu'on puisse battre Vernon. Mais l'idée, c'était de proposer une grande fête du hand, être capable de voir que Gonfroni, je reviens à ce que je vous disais en préambule tout à l'heure, de
montrer qu'on a une politique d'ouverture, de montrer, faire des événements. On prévoit de faire un grand tournoi international avec 6 équipes au mois d'août. C'est ce qu'on est en train de travailler. C'est parce que c'est un genre de manifestation qui n'existe pas chez nous, en Normandie. Donc on veut être aussi porteur de ça. Et puis ça revient au projet que je vous disais tout à l'heure pour les scolaires, des tout allemandes. Voilà, c'est le genre de manifestation qui rentre pour nous dans un projet de développement local. Alors pour réinscrire le handball dans l'environnement local. Alors pour venir un peu au match du 15 février, vous avez aussi un objectif, c'est ou pas hein, si c'est un objectif, mais c'est de battre un peu le nombre de spectateurs pour un match de Pro D2. Je crois qu'il est de 2950 spectateurs. À l'heure actuelle, est-ce que vous savez le nombre de billets réservés? On s'approche tout doucement des 2000. Je suis ça, mais on s'approche. Donc pour nous déjà, je ne sais pas si on avait vraiment l'objectif de battre même les spectateurs en Pro D2. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Déjà, si on arrive à réunir les 2000 personnes pour un match de Gonçalves dans une même salle, on aura déjà battu notre propre record. Donc déjà, ça sera déjà une réussite. Et puis l'idée, c'est de montrer que en jouant dans une autre ville, une grande agglomération qui est Rouen, qui aspire aussi à construire un grand club auquel on souhaite une grande réussite, enfin OSL, et qu'on puisse aussi être fondateur du handball normand, tout simplement, quoi. Donc la Ligue nous aide, et on les remercie, M. Marais nous aide, et on est vraiment, je les remercie vive voix, mais comme tous les autres projets d'ailleurs. Et nous, l'idée, c'est de promouvoir le handball normand dans sa globalité, quoi. Donc effectivement, on aspire à ce qu'il y ait un maximum de personnes, on contacte les clubs, on essaie d'inviter le maximum de clubs à venir pour essayer de vivre cette grande fête du handball normand, et parce que pour que ça reste une grande fête, quoi. Et puis c'est aussi une façon de mettre en lumière le sport handball en e-sport, parce que dans le Vedredo, on aura une démonstration d'un match en e-sport sur vers 19h30. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière une partie intégrante du sport de la fédération, c'est le sport handicap. Donc voilà, quoi, c'est un peu tout ça. Puis aussi faire voir à nos partenaires qu'on est capable d'organiser un gros événement. Benoît, vous allez bien tous voir ce que je vous dis, un grand événement, quoi. Vous voyez. Si vous aviez... Oui, pardon. Si vous aviez à choisir sur ce match entre la suprématie normande au niveau du handball ou la promotion du handball normand, vous choisiriez quoi? Suprématie du handball normand, hein, c'est je ne vais pas répondre à la question. Mais tu fasses quoi? Je vais les amis ou quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Je vais raccrocher, je vais répondre après. Non, mais c'est les deux vents de paire. Les deux vents de paire, je pense effectivement, dans l'absolu, on a besoin de battre Vernier. Voilà, c'est ça. C'est clair. De toute façon, dans l'absolu, c'est un type de compétition, donc je ne suis pas non plus un grand philanthrope, on va dire, au niveau sportif. Donc on a envie de battre Vernon, c'est évident, et surtout l'équipe, et puis Dragab, qui est un compétiteur né, de toute façon, c'est évident. Maintenant, si on peut contribuer aux deux, de toute façon, on sera gagnant. Enfin, je veux dire, les gens qui ne comprennent pas pourquoi on va jouer à Timberland, c'est leur dire qu'on sera gagnant dans la promotion du handball. On fait partie de la famille du handball normand. Donc, et ça revient au même que vous dites tout à l'heure, quand on se mobilise pour organiser un des plus gros tournois scolaires de France, on a l'énergie, on a des moyens, on passe beaucoup de temps, mais là aussi on participe à... Effectivement, il y a des gamins qui vont aller jouer à Octeville, enfin c'est des clubs par chez nous, qui vont aller jouer au Wakanda, qui vont aller jouer... Mais tant mieux, parce que c'est un petit peu la même logique, vous voyez. C'est pas l'idée de forcément d'attirer tous ces enfants-là à Gonfreville, c'est d'attirer les enfants vers le handball. Et on a tout à évaluer, quoi. Et pour finir avec cette soirée, Jérémy, Andé aussi s'invite à la Kinder Arena pour
tout simplement retransmettre le match en intégralité, en direct, sur nos antennes samedi. Donc tout bénef pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Eh ben, c'est parfait. Et puis, plus on en parlera, mieux ce sera. Donc, on pourra commenter en direct la victoire de Gonfreville. Donc c'est parfait ça. Bah, on l'espère pour vous. Je suis pas sûr que Vernon soit du même avis. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. C'était sympathique. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve, pourquoi pas pour une interview en direct à la Kinder Arena le 15 février, Jérémy Saunier. Okay. Eh ben, merci bien. Merci à vous et puis n'hésitez pas à donner le bonjour à Dragan de ma part. D'accord, je ne manquerai pas. Merci. Merci et bonne soirée, Jérémy. Aussi, ça va. Voilà, désolé un peu pour le son qui était un peu mauvais. On a essayé sur ces deux téléphones, malheureusement on n'a pas pu faire mieux. On va enchaîner tout d'abord. Je vais rajouter le pauvre Stan qui a été éjecté de la conversation pour essayer d'avoir une qualité d'écoute assez bonne. Donc on va hop le rajouter. Je passe un petit jingle parce que bientôt monsieur Yacine Idrissi de Nîmes, qui a créé l'exploit, je vous le rappelle, qui a éliminé Saint-Raphaël de la Coupe de France, va revenir bientôt. Donc le temps pour moi de couper cette conversation. Voilà. Et voilà, on va même pas passer de jingle. Hein. On va parler aussi de la Pro D2 qui va reprendre ses droits après un petit intermède de Coupe de France. Voilà, de retour avec Benoît, avec Mika et Stan. Alors Benoît, Gonfreville, on l'a dit, joue un peu sa survie. Alors c'est vrai que le son était un peu médiocre, Benoît, mais on supputait que Gonfreville allait être vite relégués lors de cette partie de saison, mais faut croire qu'ils tiennent et sont encore loin d'être largués. Non, puis on sent qu'il y a une véritable politique de structuration de ce club. Voilà, ils essayent avec leurs petits moyens de faire un club qui a l'ambition de jouer déjà en deuxième division. Je ne sais pas si sportivement ils y arriveront, mais on voit qu'ils sont quand même pas largués. Et donc peut-être pas le week-end prochain parce qu'ils se déplacent à Nîmes, donc ça risque d'être compliqué, mais de se lancer par ce derby normand et de pouvoir enchaîner quelques victoires leur permettrait vraiment de pouvoir recoller et de peut-être espérer se sauver. Mais en tout cas déjà il y a la politique de structurer le club, ce qui est quand même une bonne chose. C'est quand même un bon pas. Mika, est-ce que tu crois que Gonfreville va pouvoir se sauver ? Je t'avoue que j'ai pas trop travaillé le bas de tableau de Pro D2, mais je pense que ça risque d'être difficile. Il y a des équipes qui sont vraiment au-dessus cette saison. On a vu que des équipes qui l'an dernier avaient un peu de mal cette année carburent bien, comme Angers, Besançon, je les vois mal descendre. Donc il y a vraiment deux équipes en bas de tableau, Gonfreville et Valence, qui vont avoir du mal et qui vont devoir vraiment faire des performances pour pouvoir se maintenir. Ouais. Donc on va pas tarder à recevoir Yacine Idrissi dans quelques minutes, le temps pour nous de parler un peu de Pro D2, non ? Je crois même qu'il est là. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Alors, bah oui, il est bien en rendez-vous, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on est en direct dans l'émission Handé. Je suis accompagné de Benoît Perabou, le Tremblaisien, que vous devez connaître. Salut Ben. Oui, salut. Et Michael Illes, qui nous a permis de vous avoir. Ça va mon loulou ? Ça va. Et puis, allez, c'est un peu notre troubadour des RTS, c'est Stan qui est là, le comique du jour. Salut. Bonsoir Yacine. Alors, Bonsoir. pour ceux qui vous connaissent un petit peu, on va vite fait retracer un peu votre carrière. Donc, vous êtes né à Rabat au Maroc en 84. Vous êtes gardien de but de hand. Alors, vous avez choisi gardien par opportunité ou parce qu'on vous a mis là des petits, ou c'était vraiment un choix ? C'était en sélection départementale, il manquait un gardien, donc du coup j'y suis allé un peu comme ça. Donc, et c'est à partir de là que Jacques Ibra, le responsable de la sport-études de Nîmes, m'a demandé si c'est un poste qui me plaisait beaucoup. Je dis si, parce que voilà, c'était un peu le dernier rempart de ton équipe et je trouvais ça un peu glorifiant, un peu stressant, mais j'aimais bien ce poste-là, donc du coup j'y suis resté quoi.
Alors, Yacine, il y avait un article qui est paru il y a pas longtemps dans la presse qui disait est-ce qu'il faut être fou pour être gardien de but de hand? Non, faut pas être fou, faut avoir certaines qualités qui sont différentes de celles des joueurs. Et les joueurs, nous aussi, on les trouve fous, hein, nous les gardiens, parce que franchement, on les voit tous Alors, vous revenez à Nîmes en 2011 rentrer dedans. C'est pas compliqué. Chacun son truc. Pardon? Oui, Il y a eu un petit bug là, ça a sauté, on t'a pas entendu. ouais. Pardon. C'était quoi la question? Alors oui, je disais, Non. je disais, vous revenez à Nîmes en 2011 après une pige à Créteil et à Saint-Cyr. Vous entamez votre deuxième saison depuis votre retour et une année plutôt difficile l'année dernière avec la descente du club. J'imagine que mentalement, ça devait être dur quand même. Ah, on a perdu Yacine. Alors, Houston. Ah, c'est bizarre, elle était bien la connexion pourtant. ouais, Un problème. ah ouais, il a bugué, donc on va reposer la question. Il n'y a pas de panique. Il était en avance, c'est pour ça. Voilà, voilà, c'est ça. On devait À l'avoir à partir de 21h. 21h le forfait. Voilà, donc c'est un petit Il peu. testait un peu. Voilà, donc pas de souci, on va le récupérer. Oui, donc En fait, c'est tes questions qui l'emmerdent, c'est tout. ouais, je pense aussi peut-être, ouais. Donc Benoît, c'est vrai qu'on a vu grâce à Canal et au match qu'il avait fait un excellent match, Yacine. Ouais, il a tenu son rôle de portier international et d'expérience en LNH. Ouais, Ah, c'est le retour. le retour d'Yacine, ouais. Donc on disait que c'était à 21h, donc le forfait il devait pas être pris pour cette heure-là. Vous êtes arrivé un peu Ouais, en avance. j'ai bien l'impression, oui. Alors, je disais donc, vous revenez à Nîmes en 2011 après une pige à Mhm. Créteil. Et à Saint-Cyr, vous entamez votre deuxième saison depuis votre retour et avec une année 2012 plutôt difficile pour Nîmes avec la relégation, hein. Effectivement, ça a pas été facile du fait qu'on a eu quelques blessés, peu de rotation, donc on est un peu tombé dans les travers que connaissait un peu l'USAM depuis quelques années. Donc, comme dit tout le club de l'USAM, c'est un mal pour un bien en fait. Et pourtant, hein, malgré la relégation, la majorité des joueurs restent pour refaire remonter le club. Et ça marche plutôt bien. Nîmes est un solide leader. Tous, hein, on est tous restés. Il n'y a que Franck Junion qui a décidé de prendre sa retraite. Donc, sinon, à part ça, on a tous voulu, on adhère tous au projet de l'USAM puisque c'est un club qui nous est cher. Donc, voilà, on a décidé de tous rester pour justement remonter au plus vite en D1, quoi. Et ça se passe plutôt bien, hein. Vous êtes leader de Pro D2 avec un peu de points d'avance. Ça se passe bien, faut pas croire, hein, la D2, c'est pas un championnat facile. Il y a des hauts et des bas. On l'a rencontré, et tu me diras pas le contraire, Seb. Donc à Chartres, où on perd à la dernière seconde sur un penalty. On perd à Dijon aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on a un rythme de croisière qui est un peu plus élevé que les autres, mais faut pas croire en deuxième partie de saison. Je pense que les équipes de bas de classement vont vraiment vont cher leur peau et puis celles qui veulent jouer les playoffs vont redoubler d'efforts pour y rester, quoi. Alors, Yacine, entre la LNH et la Pro D2, c'est quoi la plus grande différence? Je pense que c'est la vitesse de jeu et puis la durée sur un match. Donc après les qualités techniques elles y sont. Après voilà, ça va un peu plus vite en LNH et c'est surtout plus long, quoi. On peut avoir de très bonnes phases en D2, mais ça ne dure jamais 60 minutes, alors qu'en LNH, le rythme est très dur. Toi, t'as bien écouté le discours de ton coach, toi, hein. T'as vu, hein, je suis trop fort. C'est exactement ce qu'il disait au micro de Canal. Je sais. Je copie. Non, je copie pas, non, mais sérieusement, rien pour moi en tant que gardien. Ah, forfait arrêté encore. Yacine, décidément, C'est le Il y a, ADSL. il y a de la censure, il y a de la censure. ouais, c'est la DSL du côté de Nîmes. Benoît, je crois que tu avais une question, donc on va attendre que Yacine. Ouais, euh, si je lui pose et qu'il peut pas me répondre, c'est vrai. un problème. Alors Mika, c'est vraiment ça la plus grande différence entre la rapidité du jeu de la LNH et de la Pro D2? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, il y a aussi, pour les équipes de haut de tableau de D2, peut-être pas, mais il y a quand même une grosse différence au niveau de la densité physique maintenant. Je pense que les équipes se sont vraiment renforcées avec des
des joueurs assez grands, assez costauds. Et ça devient difficile de s'imposer et de pouvoir imposer un rythme à des équipes avec de tels gabarits. Et en défense, on se casse régulièrement les dents et c'est eux qui peuvent mettre le rythme et c'est assez difficile. Il est de retour. Il est de retour. Merci. Donc Benoît Perabou avait une petite question pour vous. Oui. Oui, Yacine, vous avez quand même, je pense, complètement le style pour jouer la Pro D2. Est-ce que vraiment les Nîmois sont toujours, on a toujours en mémoire le fait que ce soit une équipe qui lâche jamais rien, qui a toujours cette envie, et je pense que c'est absolument nécessaire pour cette D2 qui est vraiment très très homogène. Et pour compléter, je pense que vous allez avoir aussi du renfort de la part de vos blessés pour cette deuxième partie, pour vous permettre de justement rester premier dans cette deuxième partie de saison. Bah, c'est sûr que les valeurs limoises, on essaie de les appliquer à tous les matchs, et bien, Mika peut le confirmer puisqu'il a joué avec moi. Après, en termes de renfort, il y a Malik Boubayou qui risque de revenir. Boubayou et Massar, non? D'abord Boubayou, mais encore, il est encore un peu juste, donc il reprend à peine. Et Steve Massar, il a connu encore un petit pépin au niveau de l'épaule et il reviendra pas encore. Parce que quand même, ça va faire quand même de la rotation, et c'est quand même deux joueurs qui avaient fait une excellente saison l'année dernière en LNH. Donc, Oui, complètement. Mais du coup, on a très peu de rotation cette année. On essaie de gérer ça au mieux, même si on donne tout à chaque fois. Donc, tu peux nous donner des nouvelles de Steve un peu? Parce qu'il paraît que ça s'arrange pas très bien son épaule. Alors pour Steve, ils se sont aperçus que la vis qu'ils lui ont introduite dans l'épaule était légèrement trop grande par rapport à ce qu'ils auraient dû y mettre. Et du coup, en fait, le tendon qui passe dessus frotte tellement que ça s'enflamme. Alors ils ont décidé de pas opérer, de pas y toucher, juste de faire pas mal d'étirements au niveau de l'épaule, d'arrêter de faire de la muscu parce que c'est un acharné de la muscu. Donc du coup, il arrête la muscu, il fait beaucoup d'étirements au niveau de l'épaule et beaucoup de manipulation. Ah, mais s'il fait plus de muscu, c'est un peu son point fort, c'est un petit taureau défensif, quoi. Je te rassure, dans le vestiaire, il est toujours caisse. Hein. Ah bon, ça va. En même temps, c'est le moule nîmois, hein. Ils ont tous le même moule à Nîmes. 1m80, 85 kg, c'est un moule. C'est ça. Donc, c'est ça, exactement. Steve Massar, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, prochain match contre Gonfreville. Yacine, on vient d'avoir le président justement de Gonfreville qui nous dit qu'il se déplace pour faire un coup. Et il s'excuse par rapport au vol qu'on a eu ou pas? Non, blague à part. Non, c'est une petite péripétie qui s'est passée à Gonfreville, mais bon, après, depuis, Donc, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, un vol arbitral? Non, il s'était fait voler dans les vestiaires, en fait. Ah merde. Oui. Non, bah écoutez, si le président de Gonfreville descend et qu'il tente un coup, bah ma foi, nous on les attend parce que le premier mot qu'on s'est dit donc à la fin de Saraf et à la fin de chaque match, c'est ne jamais prendre l'équipe à la légère. Quand on sait qu'on joue des équipes telles que Semur ou Valence, et ils se battent pour se maintenir donc en Pro D2 et on sait que voilà, ils vont venir avec les crocs. À nous de les attendre de pied ferme et de les respecter surtout, parce que bon, après techniquement on est peut-être au-dessus d'eux par rapport au classement. Après sur un terrain c'est 60 minutes et tout se joue, quoi. Donc faudrait que Mika rende un peu tout ce qu'ils ont volé un peu chez Gonfreville, hein, parce que ça s'est écoulé. Merci Mika, tu me rends mon casque, mon iPhone, c'est bon? Moi j'ai une petite question encore, Yass, c'est par rapport à Guillaume Sorina. J'ai eu l'impression qu'il avait pris en maturité un peu, parce que notamment sur les temps morts, on voit qu'il s'implique beaucoup dans les tactiques de jeu. C'est quelque chose qu'il faisait pas forcément quand j'étais à Nîmes. Bah c'est une décision un peu du coach de lui laisser un peu les clés de l'attaque avec Yann. Donc c'est vrai que sur les temps morts, il voit un peu plus les choses puisqu'il est dans le terrain, il voit ces petits détails, donc il essaye de prendre la main sur ça, quoi. Après la défense, c'est pour Jérôme. Donc, mais c'est vrai qu'en attaque, il prend un peu plus ses responsabilités qu'auparavant, puisqu'avant, c'était le gros bras, le tireur et basta, quoi. Là, il commence à prendre un peu plus d'ampleur dans le jeu de l'attaque, l'organisation de l'attaque. Et c'est pas plus mal, hein, puisque du coup, il devient un meilleur passeur et meilleur buteur, quoi. Il s'est mis à l'entraînement aussi, c'est peut-être ça aussi, il a envie d'avoir un regard un peu différent.
Ouais, Ah, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que j'avais compris dans ta question que tu disais que maintenant il s'entraînait. Non, mais j'ai ouï dire qu'il entraînait et qu'il voulait continuer sur cette voie, donc il est c'est en train pour de ça. passer des diplômes. Ouais. Voilà, donc Ouais, c'est peut-être une vue, un regard différent qu'il a de son sport maintenant. je pense que ça y fait aussi. Hein. C'est depuis sa formation, il a un regard plus doux, j'ai envie de dire, plus pertinent, quoi. Donc ça lui permet de justement intervenir dans les temps morts pour nous aider à trouver justement plus de solutions en attaque, quoi. Et puis Yacine, il y a eu ce match face à Saint-Raphaël en Coupe de France. Vous êtes qualifié pour le prochain tour. Est-ce que cette Coupe de France fait partie entre guillemets d'une priorité ou alors vous pouvez la lâcher pour le championnat? C'est pas du tout une priorité. Alors, c'est clairement affiché depuis le début de la saison. Tout ce qui est coupe, ça nous regarde pas du tout parce que le premier objectif, c'est de remonter en LNH. Et pour ça, faut pas perdre des billes avec les Coupes de France, etc. Après, on a eu, voilà, Canal Plus Sport, on a eu une réception de Saint-Raphaël, une équipe de D1. Après, nous, on s'est clairement dit que voilà, c'est une équipe de D1, il fallait qu'on se jauge, quoi. On veut y monter dans cette D1, donc c'est à nous de montrer, et qui plus est devant la télé de Canal, qu'on avait le niveau, quoi. Et Ludo me demandait tout à l'heure qui c'est que je voulais prendre en Coupe de France. Ben, je crois que je vais dire Nîmes alors, hein, s'ils n'ont pas envie de la jouer. Bah, et pourquoi pas, hein. Ben, nous, c'est vrai on l'affiche, hein, on s'en cache pas, hein, c'est vraiment pas une priorité du club. On veut vraiment être en vacances le 10 mai, donc, ce qui veut dire d'être champion, quoi. Benoît? Une qualif contre un iPhone, ça va? Une qualif, c'est-à-dire. Donc, comme tu parlais de votre iPhone, j'ai une qualif contre l'iPhone, c'est bien. Ah bah vas-y, hein, roule. Non, mais ça s'appelle acheter un match, Stan. C'est interdit. Ah oui, merci. Ah mince. Ah, Autant pour moi. Et on nous écoute en plus. Allez, allez, Benoît. Ouais, alors là, je sais. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. Bon, Non, on a perdu Benoît. oui, voilà. Par rapport justement à cette ambition de monter, on sait que Nîmes n'a pas toujours été très fringant au niveau financier. Est-ce que le club, en même temps que continue à grandir sportivement, est-ce qu'elle se structure et vous avez des garanties au niveau financier pour pouvoir faire un recrutement qui vous permettrait de ne pas faire l'ascenseur si vous montez? Ben justement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien, et en fait, tant au niveau sportif qu'au niveau administratif, c'est quelque chose qui nous a permis de repartir sur d'autres bases, et donc du coup un changement de président, de conseil d'administration, et il y a du travail dans l'ombre qui se fait depuis le début de la saison, et c'est plutôt pas mal, quoi. Donc du coup, on a pas mal de garanties, de nouveaux sponsors, même si avec cette descente on a perdu un peu d'argent. Mais en montrant justement à la région et à la mairie que effectivement on est premier de la Pro D2 et qu'il fallait venir s'y intéresser un petit peu, quoi. Donc effectivement, voilà, on se structure aussi à ce niveau-là et de mieux en mieux. Alors on a une petite question sur le chat, Yacine, de Sébastien qui nous demande qu'en est-il avec la sélection du Maroc? Ah, c'est la question piège, c'est ça? Non, D'ailleurs, pas spécialement. le bonjour à Seb, hein, qui m'écoute, je crois. La sélection marocaine, c'est vrai que c'est un peu délicat. J'ai envie de dire entre guillemets, c'est le Maghreb, hein, mais on nous appelle toujours au dernier moment. Donc voilà, on a fini 4e au dernier championnat d'Afrique au Maroc. Très belle performance pour une équipe qui s'entraînait que 2 semaines ensemble. Après, voilà, quoi, moi, c'est vrai que c'est mon pays. Je suis né là-bas, mais après, je me sens aussi français. Et puis, si je vois vraiment qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller, je n'irai pas, quoi, parce que se retrouver au dernier moment et puis on te demande de faire des efforts surhumains pour finalement tout laisser tomber derrière, moi c'est vrai que c'est pas un projet qui m'intéresse. Je leur ai demandé en plus, hein, de faire quelque chose dans la durée, de nous appeler en sélection, par exemple pendant toutes les périodes internationales qu'il y a dans l'année, mais pourtant ils font rien du tout. Ils avaient fait un très bon geste en prenant Philippe Carrara, d'ailleurs que je salue au passage. Il nous a bien aidé et permis justement d'avoir cette 4e place. Et puis il a fini son contrat au mois d'août et ils l'ont pas reconduit. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il attend toujours son argent. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Par rapport à la sélection, Yass, je voulais te demander, quand Bruno Partini est parti de Nîmes, tu as fait
une très belle saison. On pouvait penser que peut-être tu pourrais prétendre dans quelques années à l'équipe de France et tu as quand même choisi de prendre la sélection du Maroc. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce choix? Bah, c'est un choix que j'ai pris parce que quand je suis allé en sélection nationale, t'étais là en plus, je crois, Mika. C'est Ekel Meganem qui m'avait dit que le Maroc était qualifié pour les championnats du monde en Allemagne. Et c'est pour ça que j'y suis allé parce que j'étais numéro 2 derrière Bruno. J'avais encore rien montré aux yeux de la France. Donc c'est vrai que c'était une très très belle opportunité, une expérience magnifique. De faire du handball dans le C'est du handball, franchement, c'était Ah, c'est juste extraordinaire. Les gens coréens, que tu sois d'Istanbul, de je sais pas quoi, tu me prends des photos, des autographes. Enfin, c'était vraiment très très bien, quoi. Donc c'est pour ça que j'y suis allé pour vivre ça. Et puis du coup, j'y suis resté. Après, c'est vrai que mes performances n'ont pas fait que Thierry Meilleur m'a pas laissé sa place, mais bon, voilà. Bon, quelque part, en fait, ça t'a peut-être même aidé à être prêt tout de suite pour jouer en première division quand Bruno est parti. Ah, complètement, ça m'a permis de grandir très vite et justement de pouvoir assumer ce rôle de numéro 1 parce que je l'avais jamais eu auparavant au très haut niveau. Donc c'est vrai que c'était très très bien d'être numéro 1 avec le Maroc, de faire tous les matchs, jouer la Russie, la Croatie, la Corée du Sud. C'était juste extraordinaire. Puis après, j'ai suivi l'année d'après où ça a été mon année et puis je me suis épanoui aussi grâce à ça, quoi. Normalement, Sébastien Mangin devrait nous rejoindre. Dit Leblond, hein, dans quelques instants, Yacine, pour te poser également quelques petites questions. Oui, je reste en ligne, si ça coupe. Contractuellement, pardon, Yacine, tu en es où avec Nîmes? Je suis en fin de contrat comme pas mal de joueurs. Et donc on a eu réunion avec le président et le staff technique. Donc il me propose un an supplémentaire et puis voilà. Donc moi j'ai pas trop hésité parce que Nîmes fait partie de mon cœur. Donc puis remonter en D1 c'est l'objectif. Donc voilà, jouer en D1 et être à Nîmes c'est. Et ça te dérange pas qu'on te propose qu'un an? Si, mais après on fait avec. À moi de prouver qu'un an c'est pas suffisant et qu'il faudrait qu'il me propose plus. À moi de le prouver sur le terrain, comme on dit, hein. D'abord on donne et après on reçoit. Et vous n'avez pas eu d'autres possibilités d'aller voir ailleurs ou c'est vraiment le fait de rester à Nîmes? Il y a les deux paramètres. J'ai pris les deux paramètres, le fait de vouloir rester à Nîmes et puis après partir. Ah, dommage. Et parti. Il est parti. Donc vous avez compris, c'est une petite exclue quand même. Yacine Idrissi a rempilé pour un an, hein, du côté de Nîmes, le temps de l'avoir. Comme on le disait, c'est vrai que c'est difficile pour ces joueurs de. Ah, oui. Voilà. De retour. De retour, Yacine. Donc tu étais. Des petits suspens. Non, c'est très bien aussi. Franchement, c'est bon à prendre. Donc un an et après, est-ce que tu voudrais connaître un autre championnat ou ta priorité, ça serait de rester en LNH? Pour l'instant, j'y ai pas du tout réfléchi. Déjà, commençons par mettre un pied en D1 et puis après, advienne que pourra. Bah, c'est parfait, Yacine. Écoute, je sais pas si Stan t'a préparé une petite interview décalée. Il y a toujours une interview décalée dans la boîte. Alors, Yacine, je vous laisse avec Stan Aguilar et sa fameuse interview décalée que tout le monde nous envie. Très bien. souvent décrié mais jamais égalé. Yacine, je voudrais savoir ton meilleur et ton pire souvenir en balistique. Mon meilleur souvenir, on va commencer par celui-ci, champion de France Interligue en 2000 avec la clique de Karabatic. D'accord. Je pense que je pourrais mettre la descente en D2 avec Nîmes, mais j'y mettrais aussi la Coupe d'Afrique en Angola avec le Maroc. Et la fin tragique de Saint-Cyr peut-être aussi. Peut-être aussi, ouais. La fin tragique, oui et non, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens formidables et après, c'est vrai que ça reste pas forcément un mauvais souvenir, en fait. Voilà, donc parce que j'ai rencontré des gens vraiment très bien et je leur passe d'ailleurs tous le bonjour. Et... Non, oui, ça aurait pu être
c'est pas si tragique que ça. Il y avait, franchement, la non-compétition qu'on a faite en Angola avec le Maroc, c'était catastrophique. Puis la descente en D2, quoi. Ouais. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Baroufet. Désolé de rester dans mon poste. C'est un mec qui est resté longtemps et qui lui, à travers sa personnalité, a fait transmettre des valeurs très importantes dans le monde du handball. Et franchement, très très bon gars et puis très très bon aussi. On le salue, on le salue. Le club où tu aimerais aller jouer? Oula, Barcelone. Soyons Celui fous, où tu... Oui, bah, bien sûr. Celui où tu n'irais jamais jouer? où j'irai jamais jouer. À part Tremblay ou Aix. Hein. À Gonfreville. Alors là, je pense que j'irai jamais jouer là-bas. Ouais. Franchement, le déplacement. Oh là là. Ça promet le prochain match avec Gonfreville. À voir, à voir. Ah, bah, j'espère pas. À moins qu'ils m'entendent bien. Oui, ça m'étonnerait quand même. Ah oui, oui. Petite question-réponse, hein, tu n'as pas le droit à des jokers, hein, bien sûr. Donc, pizza ou kebab? Kebab. Restons dans mes origines quand même. Bien. Karabatic ou Hansen? Karabatic parce que je le connais bien et je pense que Mika va le côtoyer de plus en plus et c'est un bon mec. C'est vraiment un bon mec. Canal Plus ou Bein? Canal Plus. Parce que j'ai Benoît... Ouais. Non, Canal Plus parce qu'il y a des films aussi. Et Bein, non. Il y a des films le samedi soir, effectivement. Benoît Perabou ou Michael Iles? Ah, là, on peut pas mettre de joker, bravo. Non. Je vais prendre Benoît IS. C'est gentil. 0,5 points chacun, messieurs. Bwin ou Betclic? Pardon? Bwin ou Betclic? Ni l'un ni l'autre, ça m'intéresse pas. D'accord. Il est briefé aussi par son coach. Non, non. Non, mais je Pareil. Faut rappeler quand même que nous, on est en Pro D2, on peut parier, hein, mais non, ça m'intéresse pas. Ouais, mais t'es musulman, t'as pas le droit. Et j'ai pas le droit. On peut pas. Et bien sûr, la petite question qui peut nous faire du tort à nous, RTL ou RTS? RTS, le Sud. Ah, merci. Et la petite phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, ben, ici Yacine Idrissi, bienvenue sur Radio Talk Sport. Il faut que je dise une phrase, c'est ça? Ouais, la même phrase. Faut que je répète ta phrase? Ouais. Vas-y, bah répète. Alors, Non, c'est toi. ici, ouais, tu répéteras après. Ici Yacine Idrissi, bienvenue sur Radio Talk Sport. Ici Ça, Yacine c'est Idrissi, bienvenue sur Radio Talk Sport. Eh ben c'est parfait. Merci. Alors, Voilà. alors avant de vous laisser, Yacine, sachez qu'on a une petite tradition sur Andé. Hein, c'est l'invité qu'on a le lundi gagne le prochain match. Là, je sais pas comment ça va se faire parce qu'on a eu le président de Gonfreville et vous. Le prochain match est Mais c'est Gonfreville. pas un joueur. C'est vrai. Donc Non, mais on a pris les deux exprès pour ça. C'est pour les stats. Comme C'est- ça, on est sûr de gagner. voilà. Non, mais c'est sûr que ça va être un match engagé. Hein. De toute façon, ils viennent pas pour les arènes. Hein. Donc, on le sait. Hein. Donc, voilà. Après, nous, on est prêts à jouer aussi. Vous jouez- C'est pas là où vous jouez à Pablo Neruda? Pardon? C'est pas ce match-là que vous jouez à Pablo Neruda? Non, on a joué contre Nancy, à Pablo Neruda. Ah, voilà. Le prochain qu'on joue à Pablo Neruda, c'est contre Vernon. Et d'après les calculs, si on gagne tous les matchs jusqu'à Vernon, on peut être champion de France et ça sera les 20 ans de disette de l'USAM. Ah, voilà. C'est vrai. Et pourquoi vous jouez à Pablo? Parce qu'il y a tir à l'arc, il y a gymnastique au parnage. C'est moche. Et quand tu descends des deux, Badminton. t'as la priorité. Ouais, c'est un peu dangereux de jouer au Non. hand quand il y a du tir à l'arc. Hein. C'est pas forcément ça. C'est en D1 en fait, on joue pas en janvier. Et du coup, on s'entraîne à droite à gauche. Et vu que là, on reprend le championnat, on l'avait repris le 18 janvier, donc pas le choix quoi. C'est comme ça.
Bah écoutez, merci Yacine Idrissi d'avoir été avec nous dans cette émission et puis on vous souhaite un excellent match face à Gonfreville le week-end prochain. Ben, merci beaucoup, je remercie tout le monde, merci les gars. Bon courage, continuez, franchement c'est une très bonne émission. Voilà. Bah, merci. Merci Yacine. Donc voilà, c'était Yacine Idrissi en direct pour Andé, le gardien emblématique de Nîmes. Donc comme quoi, messieurs, avant de recevoir Sébastien Mongin pour nous parler un peu de la prochaine journée de Pro D2, eh ben, c'est vrai que c'est un beau geste qu'a fait tous les joueurs pour sauver le club et le faire monter directement en LNH. Garder tous ces joueurs en Pro D2, c'est pas mal tout ça, Benoît. Ah oui, non, c'est clair que beau geste. Ils ont pu permettre de garder cette équipe pratiquement au complet et donc de pouvoir, on va dire, utiliser un peu cette descente et voilà, de faire un peu leur deuil ensemble et de tout de suite se projeter sur une remontée rapide. Donc ils ont fait leur thérapie de groupe, on va dire. Et Sébastien Mongin vient de nous rejoindre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Alors Sébastien, on va commencer par une petite mauvaise nouvelle. On va parler de votre défaite, vraiment d'Arien, parce que ça s'est joué au tir au but d'après ce qu'on nous a dit. 36-36 face à Mulhouse. Difficile à dire. À Massy. 37-36 face à Massy. Voilà, donc 37-36 face à Massy, autant pour moi. Est-ce que c'est difficile à digérer de perdre comme ça? Ouais, disons que de toute façon c'est jamais plaisant de perdre. Ensuite, la Coupe de France n'est pas non plus l'objectif principal du club. On essayait d'aller le plus loin possible pour accrocher un gros club de LNH à domicile. Donc la déception, elle est à la hauteur de l'investissement qu'on a mis dans le match. Donc c'est sûr que c'était quand même assez important vu qu'on s'était tous donné rendez-vous sur ce match-là pour voir si on arrivait un petit peu à progresser. Donc bon, sur le temps réglementaire des 2x30, on finit à 29-29, sachant qu'on avait pris une bonne saucée à domicile contre la même équipe. Disons on était quand même en progression. Et après, déçu de perdre au penalty, mais bon, les penalties, c'est un petit peu pile ou face. Donc c'était, disons, dans le contenu, beaucoup plus intéressant que nos dernières sorties, notamment contre Massy et Dijon. Donc c'est de bon augure pour le prochain match de Chartres. En tous les cas, si notre progression continue, ça devrait l'être. En tout cas, le week-end prochain, on devrait être encore en progression. En tous les cas, on fait tout pour y arriver. Alors c'est contre Semur, me semble-t-il. Match important pour Chartres qui doit à tout prix stopper l'hémorragie et l'accumulation de défaites quand même. Ouais, effectivement, c'est sûr. Après, je disais que c'est mieux dans le jeu. Après, au niveau des points, on a toujours pris, on a pris 0 points en 2013. Donc là, il va falloir aller chercher les points à Semur et puis se rassurer rapidement parce que, comme je disais, au niveau du jeu, c'est un petit peu mieux. Mais après, pour pouvoir travailler en toute sérénité, il nous faut de la confiance aussi. Et la confiance, on l'obtient en gagnant des matchs. Donc c'est ce qui nous reste à faire le week-end prochain à Semur. Alors on a eu tout à l'heure Yacine Idrissi déjà qui te souhaite le bonjour. Nîmes qui reçoit Gonfreville, logiquement ça devrait passer assez facilement, même si le président nous dit qu'il se déplace, le président de Gonfreville qui se déplace pour faire un coup, mais ça semble quand même compromis pour Gonfreville. Ouais, effectivement, sur le papier, c'est sûr que c'est le grand écart. Le premier contre le dernier, 16 points d'écart entre les deux, 9 victoires de différence. Donc c'est sûr que ça paraît quand même compliqué pour Gonfreville. Bon, maintenant, tous les matchs pour eux sont bons à jouer, et surtout ceux-là, je pense que c'est pas forcément un match à pression pour Gonfreville. La pression est plus sur Nîmes qui ferait vraiment une grosse performance en perdant. Maintenant, bon, Nîmes, ils ont quand même une défense, un gardien, une attaque qui tient la route. Donc c'est vrai que ça semble quand même compliqué pour les Normands d'aller s'imposer à Nîmes ce week-end. Mais surtout le choc de Pro D2, c'est le deuxième qui reçoit, le deuxième qui se déplace chez le troisième, Dijon-Mulhouse. Ouais. Là, ça va être chaud. Ouais, effectivement, là, ça va être le gros match
de cette 16e journée, avec Dijon en forme, qui a battu, on verra tout à l'heure, Ivry en Coupe de France, et puis Mulhouse qui s'est rassuré face à une équipe de N1 en l'emportant de 7 buts. Les deux équipes ont un écart de simplement 1 point au classement. Donc effectivement, moi je mettrais une petite piécette quand même sur Dijon qui a l'air bien en forme et sûr de son jeu en ce moment. Maintenant, attention aussi de pas être trop confiant contre cette équipe de Mulhouse qui va venir en conquérant et on sait que Mulhouse est redoutable à l'extérieur. Ils ont plus eu des problèmes à domicile sur cette première partie de saison. Alors si Dijon venait à l'emporter et Nîmes également, on verrait plus Nîmes, hein, parce qu'ils auraient 5, 4, 7 points d'avance, autant dire que c'est plié. Ouais, bon, de toute façon, je pense que après au niveau comptable, on peut pas le dire pour l'instant, mais je pense qu'il y a quand même un niveau de jeu de l'équipe nîmoise qui est vraiment supérieur et une régularité qui est supérieure aux autres équipes de Pro D2 à l'heure actuelle. Même si effectivement ils ont perdu sur cette première phase, mais bon, ils ont perdu chez nous d'un but, ils ont perdu à Dijon aussi d'un but, donc c'était à l'extérieur. Bon, ils peuvent encore faire encore un faux pas à l'extérieur, mais je pense que au-delà des points qui vont séparer maintenant Nîmes du deuxième et voire du troisième, c'est surtout la qualité de jeu et l'assurance, la régularité qui sont pour moi dominantes chez eux, quoi. Alors il y a un autre match également qui... Excuse-moi, moi il y a autre chose que je vois, c'est que je vois surtout pas les équipes derrière Nîmes faire ce qu'il faut pour réussir à revenir sur elles. C'est-à-dire que Nîmes va peut-être perdre quelques matchs, mais je vois pas les Dijon, les Mulhouse tout gagner en deuxième phase, quoi. Voilà, mais c'est sûr, comme je disais, la force de Nîmes, elle est surtout dans la régularité, c'est-à-dire que dans leur jeu, ils sont sûrs de certaines choses. Et encore une fois, Jérémy Roussel le disait à propos de l'écart qu'il y a entre la LNH et la Pro D2, c'est que finalement, en Pro D2, une grosse défense sur toute une saison, ça peut suffire pour monter ou en tous les cas jouer les playoffs. Ben, Nîmes, ils n'ont pas que ça. Ils ont notamment une grosse défense, mais aussi une régularité en attaque et ils ne descendent pas en dessous d'un certain seuil de performance. Et c'est pas le cas des autres équipes, Mulhouse, Dijon, Massy, Angers, Chartres. Il y a trop encore de temps faible pour ces équipes-là, pour en tous les cas avoir des bonnes séries de victoires. Même nous, quand on a eu nos séries de victoires, on n'a pas toujours maîtrisé les matchs. C'était un petit peu au forceps qu'on revenait, alors que Nîmes, on sent quand même une maîtrise dans leur jeu. Alors, il y a un autre match qui s'annonce alléchant et surtout important pour Istres qui reçoit Massy. Ouais, bah, là, c'est Istres qui va avoir fort à faire face à Massy, qui, avec Nîmes, semble être l'équipe, en tous les cas, qui est en forme en ce début de deuxième partie de saison. Maintenant, je ne sais pas si Istres, se trouvant finalement maintenant dans la peau d'outsider, puisqu'on les a souvent mis dans la peau du favori depuis le début de la saison, vu qu'ils descendaient. Maintenant, on a l'impression qu'ils se sont mis vraiment à la place de l'équipe de Pro D2 et non pas d'une équipe qui descend. Donc peut-être qu'ils vont réussir à trouver les ressources nécessaires pour battre une équipe de Massy qui est bien organisée autour de sa 0-6 et qui est capable de monter énormément les ballons avec Réau, Cramoisi et puis derrière l'inoxydable Mathieu Kreis qui fait encore des bonnes parties, en tous les cas les arrêts qu'il faut pour maintenir son équipe dans le match. Ouais, et donc un Cramoisi et un inoxydable alors. Voilà. Il y a des matchs aussi. Pardon. Il a vu l'aveugle. Donc il y a des matchs aussi importants comme ce match de bas de classement entre Besançon et Nancy. Besançon qui doit absolument l'emporter pour s'échapper un peu de cette zone dangereuse. Ouais, Besançon qui reste sur deux bons matchs quand même. Après, effectivement, il va falloir valider maintenant par des victoires. Ils l'ont fait premier match retour. Là, ils reçoivent Nancy, concurrent direct à l'heure actuelle. Nancy a 2 points d'avance sur Besançon. La recrue aixoise, semble-t-il, fait du bien à Besançon. En tous les cas, ils ont une force de frappe à l'extérieur des neufs qui leur permet un petit peu de voir venir. Bon, l'entraîneur disait que Tim Tokic a tendance à prendre beaucoup de responsabilités pour prouver un petit peu. Il va falloir aussi qu'il trouve sa place maintenant et que petit à petit, il se fonde dans le collectif et qu'il n'essaye pas non plus toujours de vouloir trop montrer à ses coéquipiers. Il va falloir maintenant qu'il arrive à s'insérer un petit peu plus dans le collectif. Il nous reste 2 matchs à voir, notamment le match Valence-Angers, Angers qui est pour l'instant qualifié pour les playoffs à 5e place et qui doit distancer notamment Chartres.
Ouais, bah, ils vont chez un des deux promus, Valence. Dans l'optique des playoffs, c'est le genre de match qu'il faut gagner pour Angers. Là, ils sortent d'une jolie fête à domicile contre le PSG. Là, maintenant, c'est fini les strass et les paillettes. On retourne à la Maillotche en Pro D2, à la baston. Et tout de suite, ils vont être mis dans le bain avec l'équipe de Davidovic l'équipe de Valence qui à domicile montre énormément de vaillance et notamment en défense. Donc ça va être un match compliqué pour les Angevins. Mais bon, ils ont quand même le collectif pour. Ils ont récupéré Nikolic qui leur fait du bien, le gaucher. Et ce serait en tous les cas une contre-performance que d'aller perdre à Valence. Et le dernier match, comme on l'a dit, c'est Vernon qui reçoit Ponto Combo. Pareil, match important pour les playoffs. Ouais, effectivement, il n'y a qu'un seul point d'écart entre les deux équipes, qui sont à la 8e Ponto et 9e pour Vernon. Ponto a pu préparer ce match, alors j'espère qu'ils ont pu récupérer quelques joueurs. C'est un peu silence radio au niveau de Ponto, au niveau de la presse, j'ai pas trouvé grand-chose pour voir un petit peu si les joueurs qui étaient blessés reviennent un petit peu. En tous les cas, ils ont eu 15 jours pour préparer ce match, vu qu'ils étaient éliminés de la Coupe de France. Vernon a fait un bon petit match à domicile contre Nantes. Alors, le souci de Vernon, on l'a souligné plusieurs fois cette saison, c'est un petit peu la profondeur de banc. Ils ont un set assez intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas lâché trop de force dans l'euphorie face à Nantes? Et est-ce qu'ils ne vont pas le payer contre Ponto? Ils ont l'avantage de recevoir, donc ils vont sûrement avoir cette énergie et le public sera derrière eux. Mais Ponto, on l'a dit aussi, qui est parti maintenant sur une nouvelle dynamique avec un groupe très soudé qui s'est regroupé autour des joueurs valides. Et donc, du coup, ça donne une équipe qui est très revancharde par rapport à ces quelques petites contre-performances du début de saison. On a fait le tour sur la prochaine journée de Pro D2. C'est des belles affiches en perspective. Et puis je vous rappelle, en ce qui concerne la Pro D2, que Andé sera sur place à la Kind Arena lors du match, lors du derby entre Gonfreville et Vernon. On en reparlera lundi prochain, Sébastien, de ce match-là. Mais ça pourrait être quand même un sacré match pour Gonfreville qui, on vous l'a dit, espère battre le record de spectateurs pour un match de Pro D2 qui est de... Sébastien, est-ce que tu sais? Aucune idée. 2950 personnes assistant à un match, donc voilà, on commentera. Combien tu dis? 2950. D'accord, et ça vient d'où ça? De moi. Non, je l'ai lu quelque part, je sais plus quel match. Parce que, à la belle époque d'Angers-Noyant, quand l'année où ils sont montés, je pense que ça est monté plus haut que ça, hein. Parce que la salle fait 3000 et quand on la blinde, elle fait même 3002, donc. Je vais me renseigner alors. Je demande également. Peut-être que c'était trop vieux pour qu'il y ait déjà les statistiques. Peut-être aussi. Peut-être que les ordinateurs n'existaient pas, Mika, on sait pas. Bon, quoi qu'il arrive, on a été complet en Pro D2, en LNH, en Coupe de France. On remercie également le président de Gonfreville d'avoir été avec nous, de Yacine Idrissi également. Et puis je remercie Mika Elias qui a été avec nous encore une fois. Et on vous le rappelle, c'est à confirmer, mais normalement Nicolas Karabatic sera avec nous la semaine prochaine. Eh ben effectivement, à confirmer, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Merci également à Benoît Peramou. Merci Ben. Merci, bonsoir à tous. Stan Aguilera était avec nous également. Merci Stan, et ravi du retour de la fameuse interview décalée. Eh oui, je sais, ça vous manquait tous. On va essayer de l'améliorer encore de plus en plus. Et je rajouterai, mes amis, que mercredi, Liberté pour les auditeurs fête ses 2 ans. Et oui, déjà 2 ans. Oui, ça passe vite. Et puis le spécialiste Pro D2, Sébastien Mangin, merci d'avoir été avec nous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, le temps pour moi de vous dire soyez au rendez-vous, notamment pour mercredi, Elsport reçoit Frédéric Jossinet, donc n'hésitez pas à venir consulter le site et les programmes des émissions sur www.rtsradio.fr. Allez, je vous laisse, merci à tous et bonne soirée.